Merci Julie. Et oui, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, on va maintenant vous parler éducation et aborder avec nos intervenants un certain nombre de questions pour réfléchir ensemble à ce que... Pardon, je ne me suis pas présentée. Claire Ménard, chargée de projet éducation au sein de Commerce Équitable France. Et oui, comme je disais, on va réfléchir ensemble à ce que l'éducation peut apporter à toutes ces considérations sur le monde d'après qui ont traversé cette matinée. On l'a dit, on l'a redit ce matin, il y a eu ces derniers mois une mise en lumière crue, voire cruelle, des failles et des défaillances de nos systèmes, notamment économiques. Et on a pu avoir l'impression, en tant qu'acteur de la transition, d'avoir un écho un peu nouveau parmi les citoyens dans nos discours. Ceci étant, appeler à la transition, à la transformation profonde de nos systèmes, ça pose un peu la question des leviers de changement, de qu'est-ce que nous, acteurs des transitions, on peut faire, qu'est-ce qu'on fait déjà aussi, pour accompagner ces changements-là qu'on appelle. Plus concrètement, comment on permet à nos sociétés, dans toutes leurs composantes, de saisir, d'investir tous ces enjeux, et comment on fait en sorte que chacun, chacune, deviennent réellement acteurs, actrices de ces changements. Et plus spécifiquement, ce qu'on va aborder aujourd'hui, c'est quel est le rôle de l'éducation en tant que levier de changement social et quels sont les apports des acteurs du commerce équitable sur ces sujets. Donc avec nous pour en parler, on a Lise Tréglose qui est responsable éducation de la Fédération Artisans du Monde, Jean-Marc Delaunay qui est coordinateur du Festival des Solidarités Festisol, et Arnaud Dimmer, qui est avec nous à distance. Arnaud, qui est maître de conférence, coordinateur scientifique du Centre d'excellence Jean Monnet sur le développement durable à Clermont-Ferrand. Donc ce sujet de l'éducation, il est, et vous le savez tous, je pense, depuis 2014, un critère du commerce équitable tel que défini dans la loi française, la loi sur l'ESS, qui parle de sensibilisation et d'éducation des consommateurs aux modes de production et de consommation socialement et écologiquement durables. C'est un sujet dont les acteurs de commerce équitable s'emparent, chacun un petit peu à leur manière, que ce en tant qu'entreprise, en tant que label, en tant qu'ONG, en tant que mouvement citoyen. Et depuis plus d'un an, à Commerce Équitable France et avec 8 membres de notre collectif et un laboratoire de recherche, on porte un grand programme qui s'appelle Faire Futur, qui est un programme d'éducation des moins de 30 ans au commerce équitable, qui vise à sensibiliser 100 000 de ces jeunes en 3 ans pour qu'ils et elles deviennent acteurs des changements des modes de production et de consommation. Vous avez une petite plaquette à l'entrée que je vous invite à lire. Et ce programme, alors il regroupe tout plein d'activités, mais il est aussi pour nous l'occasion de nous poser la question collectivement de ce qu'on fait, pourquoi on le fait, c'est quoi un petit peu nos grands axes stratégiques partagés, c'est quoi notre charte éducation, ça veut dire quoi faire de l'éducation au commerce équitable. Et on a déjà mené quelques travaux pour se poser ces questions-là, et on a notamment produit un état des lieux de l'éducation au commerce équitable qui nous a pas mal fait travailler finalement sur le fait qu'on travaille aujourd'hui avec des acteurs de champs connexes. C'est la minute acronyme, il n'y en aura pas d'autres, je vous le promets. C'est les acteurs de l'EDD et de l'ECSI, donc éducation au développement durable, et de l'éducation à la citoyenneté, la solidarité internationale. Ces deux champs-là, ça a l'air anodin, mais en fait, c'est deux champs qui sont très fortement positionnés sur le fait d'accompagner le changement social et qui sont identifiés comme tels par les pouvoirs publics et avec lesquels on travaille. C'est des choses qui vont un peu retraverser tous les propos, donc ayez-le en tête. Et aussi, ils ont comme particularité d'être ce qu'on appelle des éducations A. Et donc là, c'est le moment où je vais passer la parole à Arnaud pour simplement qu'il revienne un peu avec nous sur c'est quoi les particularités de ces éducations A, de quoi on parle et quel est leur rapport un petit peu à l'accompagnement du changement. C'est vrai qu'il est important de bien distinguer la notion d'enseigner et d'éduquer, et peut-être de remonter aussi aux messages qui sont portés aujourd'hui par les éducations A, parce que vous évoquez le DD, mais on pourrait décliner. Il y a éducation à la biodiversité, éducation au changement climatique, éducation à la santé, éducation à la communication. On assiste depuis une vingtaine d'années, effectivement, à une déclinaison des éducations A. Et ça part quand même d'un premier principe, c'est qu'on parle d'une logique, d'une différence entre enseigner et éduquer. Et ça, c'est important parce que dans l'idée du changement de cap, dans l'idée du changement de comportement, éduquer A souligne le temps nécessaire pour changer ce comportement. Généralement, c'est plus d'une génération. Ça signifie qu'on est plus on va au-delà des petits gestes, on est là sur les changements de comportement.
Et c'est vrai que éduquer à signifie avoir une pratique réflexive, comprendre un petit peu quel concept on manie, quel savoir, qu'est-ce qu'il y a derrière. Il y a souvent des formes de paradigmes, des formes d'idéologie qu'il faut pouvoir comprendre et analyser. Et les éducations A partent du principe effectivement qu'on ne peut pas se contenter de savoir, notamment dans un monde où on va dire le savoir numérique a amplifié la relation au savoir. Il y a beaucoup de choses et on peut prendre contact au savoir par beaucoup d'outils. Donc c'est plus forcément un rapport au savoir aujourd'hui, c'est un rapport effectivement avec ce qu'on veut comme société dans le futur, et éduquer à réfléchir sur ce passage, ce changement de comportement. Alors une fois qu'on a dit ça, il y a plusieurs choses qu'il faut intégrer. Quand on parle d'éducation A, on force le trait sur ce qu'on appelle la pédagogie critique. Il y a une forte critique sur les savoirs. À la fois parce qu'ils sont très souvent controversés. La science ne suffit plus, hein. Le savoir scientifique ne suffit plus pour dire ce qui est blanc ou noir. Il y a beaucoup de zones grises. Et donc, quand on parle d'éducation A, c'est un petit peu une méthode d'investigation. On va investir une problématique et essayer de comprendre tous les enjeux techniques, économiques, sociaux, environnementaux, voire culturels. Et effectivement, c'est ce brassage qui fait qu'on est capable de faire monter une problématique. Et j'insisterai sur une chose, on fait monter une problématique en montrant qu'il n'y a pas forcément de solution, mais qu'il y a des problèmes et qu'il faut circonscrire les problèmes. Et ça, c'est intéressant. Éduquer à, c'est changer les comportements, mais de manière à circonscrire, à contenir les problématiques. On n'arrive pas à les résoudre finalement, c'est trop complexe. Le monde étant complexe, il faut trouver effectivement une méthode et des outils. Et c'est là où l'éducation A apporte peut-être une nouveauté par rapport au système traditionnel, c'est que nos partages avec l'éducation populaire, avec des outils qui sont utilisés dans la citoyenneté, ou la relation à la citoyenneté, a permis de mettre sur le terrain des outils qu'on n'avait pas l'habitude de voir à l'école. Le théâtre forum, par exemple, les jeux sérieux, l'usage du conte, de la bande dessinée. Et donc, l'éducation a rapporté dans le giron de l'enseignement, tout doucement, des pratiques et des outils qui aujourd'hui font partie des outils de terrain, mais qu'on avait mis effectivement, on va dire, hors université, hors cadre éducation des enseignants, et qui ne faisaient pas partie effectivement du bagage. Donc c'est vrai que ça ouvre un champ, on va dire, des perspectives nouvelles. Maintenant, il faut être clair qu'on est sur du très très long terme. Les éducations A ont une durée de pratiquement 20 à 30 ans, et on part bien de l'idée que sur ces 20 ou 30 ans, on doit impulser les véritables changements. Merci Arnaud. Jean-Marc, sur ces éducations A, et par rapport à ce qui a été dit par Arnaud, ce qui a pu être aussi théorisé par les sciences de l'éducation, il y a une dimension sur laquelle vous insistez particulièrement, qui est la dimension politique. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Déjà, merci Claire pour l'invitation. Je suis très content de pouvoir venir vous rencontrer et puis vous parler un petit peu de notre approche. Donc, juste un mot sur le Festival des Solidarités. Donc, c'est une démarche qui a plus de 20 ans maintenant. C'est un projet collectif qui, à l'origine, s'appelait la Semaine de la Solidarité Internationale et qui a vraiment trouvé sa naissance essentiellement dans le champ scolaire. Il y avait énormément d'interventions auprès des élèves, portées par des ONG, portées par des enseignants, portées par différents acteurs. Et au fur et à mesure des années, on va dire, heureusement, les actions de sensibilisation sur les enjeux internationaux dans le champ scolaire se sont diffusées, et notre projet collectif, donc qui rassemble des milliers d'associations partout en France, des collectivités territoriales, des établissements scolaires, a de plus en plus investi le champ hors scolaire. Et on s'est, avec l'intention donc à la fois de continuer cette sensibilisation, cette éducation sur le long terme dont parlait Arnaud, mais aussi d'influencer, on va dire sur le plus court terme, les attitudes du grand public vis-à-vis des enjeux mondiaux, des enjeux globaux, et d'arriver à peser sur voilà, la conscience des gens, du grand public sur les enjeux mondiaux. Et on s'est rendu compte au fur et à mesure des années que la solidarité internationale perdait un petit peu du terrain, justement dans les préoccupations des gens. De plus en plus de personnes se disaient non mais voilà, les priorités c'est ici, il faut qu'on se concentre sur voilà, les difficultés qu'on rencontre au quotidien. On a vu un grand nombre de collectivités territoriales aussi se désengager de projets de coopération qu'ils pouvaient mener pour voilà, privilégier le ici.
On avait de moins en moins de personnes qui venaient aux conférences organisées dans le cadre donc, de notre événement qui se déroule en novembre, pour celles et ceux qui ne le sauraient pas. Et donc c'est pour ça qu'on a changé de nom pour s'appeler maintenant le Festival des Solidarités, avec vraiment ce besoin de partir des préoccupations des gens, de faire le lien entre les enjeux de solidarité ici, et les enjeux de transformation économique, transformation sociale ici et dans le monde. Donc on va dire c'est une approche de l'éducation à la citoyenneté, à la solidarité internationale, puisqu'on s'en revendique, qui complète tout ce qui peut être fait dans le champ scolaire ou dans le champ universitaire, mais qui va essayer de travailler sur, voilà, aussi auprès d'adultes, et de mobiliser le plus grand nombre possible d'acteurs pour faire cette transition dès aujourd'hui, sans attendre 20 ou 30 ans, comme le disait Arnaud. Donc on est toujours dans une approche pédagogique, on se revendique vraiment de l'éducation populaire, on part du quotidien des gens, des représentations des gens, et on essaye justement avec nos connaissances et notre expérience d'acteurs militants ou d'ONG, voilà, d'approfondir un petit peu à la fois leur compréhension, la compréhension des publics sur ces enjeux mondiaux, mais aussi notre propre compréhension, parce que c'est vraiment ce qui est fondamental, enfin, pour moi dans l'éducation à la citoyenneté, mais Lise, tu me diras si tu es d'accord, c'est qu'on n'est pas du tout dans une sensibilisation à sens unique, où on irait, voilà, nous on a la bonne vision du monde, des bons comportements, et on va aller les répandre, les diffuser. Voilà, c'est un apprentissage vraiment mutuel qui nous aide nous aussi à mieux comprendre les préoccupations des gens dans la société pour adapter nos messages, pour arriver à co-construire des solutions ensemble. Donc c'est en ça que je dis qu'on est dans une approche politique et pas juste une approche, on va dire, technique ou de diffusion de connaissances ou de renforcer la compréhension. On est à essayer de renforcer des alliances pour le changement social. La table ronde précédente, elle s'est terminée sur cette note politique, sur pourquoi est-ce qu'on n'est pas déjà dans le changement. On a tous les arguments, on a tous les savoir-faire. Mais il y a des blocages qui sont au niveau politique. Donc ça se résout pas en un clin d'œil, mais voilà, on est convaincu qu'il y a besoin d'une prise de conscience des citoyens en tant que consommateurs, bien sûr, pour aller vers les alternatives de consommation, mais aussi besoin de prise de conscience du besoin de changer les responsables politiques, ou en tout cas d'arriver à mettre en place un rapport de force avec ces responsables politiques pour que les alternatives ne soient pas juste promues comme ça pour faire joli et pour faire croire qu'on est dans du changement social, mais pour vraiment que ces alternatives deviennent la norme et deviennent majoritaires pour avoir des vrais basculements, aussi bien en France qu'au niveau international. Donc voilà un petit peu l'approche dans laquelle on porte l'éducation à citoyenneté, solidarité internationale. Merci Arnaud. Lise, vous concernant à la Fédération Artisans du Monde, l'éducation fait partie des piliers du réseau et vraiment dans l'ADN de la fédération et du réseau. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Je reste sur la question de projet associatif politique et des exemples concrets. Okay. Donc bonjour tout le monde. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'ont dit Arnaud et Jean-Marc. Je me reconnais bien dans ce qu'il y a derrière le terme éduquer et la dimension politique. Donc au niveau d'Artisans du Monde, donc c'est un acteur historique, c'est créé en 1974 et qui a eu du coup cette volonté de s'engager dans 3 moyens d'action: la vente, l'éducation, le plaidoyer. On peut dire que on peut dire que l'éducation peut être un peu un support pour les autres moyens d'action, parce que si on veut pouvoir compter sur des consommateurs, des consommatrices qui vont durablement changer leur mode de consommation, et si on veut pouvoir compter sur des citoyens, des citoyennes qui vont voter pour des systèmes politiques qui sont favorables à plus d'équité ou qui vont s'engager bénévolement, professionnellement dans ces types d'alternatives, on a besoin de personnes éduquées. Donc c'est le pari qu'on a fait. Alors l'éducation pour nous, elle est tout au long de la vie. Hein. C'est pas que la maternelle au lycée. C'est d'ailleurs, enfin je pense, moi je suis d'accord avec cette idée que l'éducation des adultes aujourd'hui, qui a les moyens d'agir, c'est important, même si je comprends l'investissement pour les générations suivantes aussi. C'est une éducation qui est tournée vers l'action.
Alors, c'est vrai que nous, on est peut-être un petit peu plus axé sur l'action d'engagement que l'action de consommation en tant que telle. Voilà. Après, l'idée, c'est que ces trois piliers s'alimentent les uns les autres. Dans le projet politique d'Artisans du Monde, l'éducation, parce qu'au début, voilà, c'est un peu une intuition, c'est des pratiques, c'est de l'expérience du réseau. Ça s'est professionnalisé. On s'est du coup beaucoup inspiré des autres éducations A. Donc on va dire nos racines, elles sont vraiment dans l'éducation populaire. Cette idée d'éducation populaire politique, hein, le peuple qui s'éduque par lui-même, avec l'idée voilà, vraiment de favoriser la pensée critique, l'émancipation, que les personnes soient en capacité de faire des choix. L'éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale, donc avec le CRID, on était dans les cofondateurs un petit peu des premiers mouvements autour de ces questions-là, des premiers référentiels. Et c'est vrai que l'éducation, donc le CACI, si vous vous souvenez du sigle, qui avant s'appelait le ADSI, l'éducation au développement à la solidarité internationale, c'était l'idée aussi d'une pensée critique par rapport aux politiques de développement, et l'idée que l'éducation ici pouvait être un outil concret pour la coopération internationale, tout autant que d'aller transférer des fonds ou soutenir je sais pas, des nouvelles technologies ou autres. Donc c'est cette idée-là voilà, qui était un petit peu dans les prémices et comme on est dans la pensée critique, on est passé du concept d'éducation au développement à celui de l'éducation à la citoyenneté pour voilà, plus centrer sur aussi le rôle des citoyens. Et voilà, même si on garde le côté international, ça n'empêche que les interdépendances entre le local et l'international, elles sont au cœur de nos enjeux, donc ça en fait partie. Après, on s'est aussi raccroché à l'éducation au développement durable, alors peut-être de manière un petit peu plus superficielle, entre guillemets, puisque pour nous, enfin, le regard qu'on a, c'est l'éducation au développement durable, c'est beaucoup plus institutionnel. Ça vient plus d'en haut, ça vient moins des pratiques de la société civile. Et donc voilà, même si sur le concept du développement durable, on peut tout à fait adhérer, avec un petit peu au début la volonté que, qu'en tant qu'acteur de commerce équitable, il fallait qu'on démontre que le développement durable, c'était pas que l'écologie, hein, parce qu'aujourd'hui encore, quand on parle de développement durable et spécifiquement quand on parle d'éducation au développement durable, on est quand même vraiment beaucoup sur le pilier environnemental. Donc nous, en tant qu'acteurs d'éducation au commerce équitable, on était là pour montrer que le social, l'économique, le politique, le culturel, tous les autres piliers, ils avaient du sens. Mais ça nous a aussi interrogé du coup en tant qu'acteurs de commerce équitable sur nos pratiques environnementales. Voilà. Après, un petit peu de vigilance aussi sur cette idée d'éducation-développement durable pour pas tomber non plus dans une espèce d'éducation à l'acceptation que le développement durable c'est bien, ou que l'éducation au commerce équitable, c'est que le commerce équitable c'est bien. Voilà, garder toujours cette idée de pensée critique. Et puis plus récemment, on s'est aussi intéressé au mouvement de l'éducation à l'économie sociale et solidaire, qui sont aussi assez historiques. Voilà, donc c'est un petit peu là où on puise nos racines, qui nous a amené à concevoir un référentiel. Et puis c'est vrai que voilà, ça fait une dizaine d'années que nous on essaye de travailler à avoir une identité propre de l'éducation au commerce équitable. Donc là, avec le programme Faire Futur, on va justement travailler là-dessus. Ça va aussi nous permettre de questionner un peu ce concept de l'éducation au commerce équitable. Merci. Et en pratique, concrètement, comment ça se décline? Lise, je te laisse continuer, et puis ensuite Jean-Marc. Alors, des exemples de qu'est-ce qui est pour nous l'éducation au commerce équitable. Alors, en tant que membre de WFTO, tous les 2 ans, on fait notre auto-évaluation. Et du coup, ça nous permet de remonter des données. Donc là, sur la dernière année de référence, qui pour nous c'est l'année scolaire 2018-2019, selon nos estimations, nous avons sensibilisé, alors je préfère le terme sensibiliser quand on prend des grands chiffres comme ça, que celui d'éduquer, 40 000 personnes voilà, en France, avec environ 1300 interventions ponctuelles et 120 projets d'année. Donc ça, c'est des modalités d'intervention. Donc s'il faut un petit peu séparer en deux, environ 60% de l'action d'éducation au commerce équitable d'Artisans du Monde, elle se fait en milieu scolaire. Et dans les milieux scolaires, il y a des élèves, mais il y a aussi des profs. Ça fait aussi partie de nos cibles. Et la spécificité de ce public, c'est d'être un public captif. On sait qu'ils sont 30 dans une classe pendant 2 heures. Donc ça, c'est une donnée qui est intéressante quand on fait de l'éducation. On peut un petit peu voilà, cerner son public. Donc on fait voilà, des interventions ponctuelles, mais de plus en plus, nous, on encourage beaucoup notre réseau et on l'accompagne dans ce sens pour aller vers ce qu'on appelle des projets d'année, qui sont plusieurs interventions auprès du même public.
et d'aller aussi vers maintenant des dispositifs qui sont plus d'accompagnement de projets montés au sein, par exemple, des établissements scolaires. Donc, programme Jeunes Ambassadeurs du Commerce Équitable, les campagnes Label École de Commerce Équitable, des choses comme ça, dans cette idée de passer de ce que Arnaud disait de la transmission de savoir, où on explique qu'est-ce qu'il y a derrière une plaquette de chocolat, les différentes filières ou autres, à plutôt accompagner des dynamiques de changement qui vont pouvoir avoir lieu dans les établissements. Voilà. Donc ça, c'est pour la dynamique scolaire. Alors, attention aux chiffres, parce que je pense que les chiffres, c'est intéressant quand on parle de chiffre d'affaires de la consommation des produits. Hein, c'est un bon indicateur pour voir comment ça augmente. Je ne sais pas si le nombre de personnes est le bon indicateur pour évaluer l'éducation, parce que nous, on serait plutôt dans une dynamique à baisser le nombre d'interventions ponctuelles, et donc le nombre de publics touchés, pour faire plus de projets d'année, donc plus de projets où on va avec le même public. Donc dans les statistiques, ça fait moins bien, mais bon, c'est pas grave, on assume. Voilà, pour travailler plus en profondeur. Après, un deuxième type d'activité qu'on a, donc la spécificité d'Artisans du Monde, on a un acteur assez bien implanté sur le territoire français, il y a 130 associations locales, donc du coup, comme c'est l'acteur aussi un peu historique, on est pas mal dans tout ce qui est mobilisation citoyenne, du type Festival des Solidarités, Festival alimentaire, Quinzaine du commerce équitable, donc tout ça, c'est des lieux, des espaces aussi d'intervention dans l'espace public pour toucher ce fameux grand public très diversifié, mais aussi du coup les publics adultes dont on parlait. Et une spécificité un peu qu'on a, nous, à l'intérieur de tous ces acteurs qui sont sur l'éducation à la citoyenneté, c'est que justement, on est l'acteur qui a des propositions concrètes, quoi. Donc moi, j'aime moins parler de solutions, mais voilà, le commerce équitable, c'est quelque chose qui s'identifie assez bien parce que voilà, les gens ont besoin d'avoir quelque chose de concret pour aussi comprendre tous ces enjeux-là, même s'il peut y avoir un risque, mais on pourra y revenir après, de justement trop centrer sur le geste ou sur l'alternative en tant que telle et de moins aller sur la dimension plus politique. Donc voilà, c'est très important pour nous d'être ancrés dans ces dynamiques-là de mobilisation. Merci. Jean-Marc, à toi. Donc pour illustrer un petit peu comment ça se met en place concrètement, le Festival des Solidarités. Alors, je vais prendre l'exemple de ce qui s'est passé à Châteaudun. Donc, c'est une petite ville d'Eure-et-Loire, si je ne m'abuse, dans lequel il y a un centre d'hébergement pour demandeurs d'asile. Donc voilà, qui était un peu mis à l'écart et pas du tout intégré sur le territoire. Et bien sûr, voilà, les migrants, quand ils sortaient un petit peu de leur centre, ça créait un petit peu de la crainte et ça créait de l'incompréhension auprès de la population locale. Et donc, il y a un des salariés de ce centre qui, par ailleurs, était engagé chez les scouts, qui avait entendu parler du Festival des Solidarités et qui s'est dit « mais si on faisait le Festival des Solidarités à Châteaudun ?» Et donc, il a réussi à fédérer une dizaine d'associations locales, donc de tout type, hein, pas seulement Solidarité Internationale, des associations culturelles, des associations... et ils se sont dit si on faisait ensemble le Festival des Solidarités. Et donc, comme lui, il était salarié du centre d'accueil, ça a permis aux personnes accueillies, aux demandeurs d'asile, vraiment d'être au cœur de cette dynamique de préparation du Festival des Solidarités. Et donc ça a créé de beaux événements, hein. Il y avait conférences, déambulations, un forum des associations, des interventions scolaires, mais surtout ça a créé une dynamique locale entre les acteurs qui agissent sur le territoire, avec bien sûr une prise de conscience des enjeux de solidarité internationale, parce que juste les personnes qui étaient là venaient de différents pays, qui a créé une dynamique locale ils ont lancé ça il y a 3 ans, et qui a continué jusqu'à aujourd'hui, pas seulement autour de l'événement Festival des Solidarités de novembre, mais tout au long de l'année, avec une intégration de ces questions de solidarité internationale, de lutte contre les causes des migrations, par exemple, hein, toutes les difficultés que pouvaient rencontrer ces personnes qui les avaient poussées à fuir leur pays, de trouver des solutions pour qu'elles soient accueillies correctement aussi sur le territoire. Donc c'est un exemple de la manière dont on travaille nous, et comme vous le comprenez, l'événement en lui-même, les publics qui viennent assister aux conférences, aux débats, aux expositions de novembre, c'est important, mais c'est juste la partie émergée de l'iceberg. Là, ce sur quoi on travaille, c'est vraiment sur les dynamiques de long terme entre acteurs du territoire, parce que c'est elles qui peuvent influer sur
la manière dont pensent les gens, la manière dont agissent les gens au quotidien sur ce territoire-là, qui peuvent influer sur les décisions qui sont prises au niveau politique local, et donc voilà, arriver à construire une autre compréhension politique du monde chez le grand public et chez les acteurs structurants de chaque territoire, qui mettent en avant non pas voilà, l'égoïsme ou la sécurité, mais justement voir la solidarité, voir la transition, voir l'écologie comme des leviers, comme des solutions pour améliorer les conditions de vie des gens, que ce soit ici ou que ce soit ailleurs dans le monde. Donc voilà, c'est vraiment de cette manière-là qu'on encourage les acteurs à travailler. Et donc pour information, donc le Festival des Solidarités, donc ça fait plus de 20 ans en France là que ça existe, et ça se développe maintenant dans le Sud. Donc il y a 7 pays d'Afrique qui ont lancé des dynamiques Festival des Solidarités et qui donc là aussi contribuent à renforcer les acteurs de la société civile, les acteurs de la transformation pour qu'ils élargissent leur public, qui renforcent leur capacité aussi de se présenter comme des alternatives, et aussi qu'ils sortent un petit peu de la logique qu'on peut voir souvent, y compris en France, hein. Chacun sur sa thématique, chacun est spécialiste de son sujet. Il faut des spécialistes pour arriver à aller loin, à être précis et à savoir de quoi on parle. Il faut aussi arriver à construire une compréhension globale de la transition et de la transformation qu'on veut. Donc voilà, on contribue aussi à avoir cette vision un peu globale des changements et des leviers d'action. Merci. Arnaud, vous n'êtes pas un acteur associatif, vous êtes un universitaire et vous avez cependant géré au sein de l'Université de Clermont-Auvergne un diplôme d'éducation au développement durable qui, il me semble, parlait notamment de commerce équitable. Est-ce que vous pouvez nous en dire un tout petit peu plus, nous raconter un petit peu comment ce type de choses se décline directement au sein d'une institution universitaire? Alors, c'est plus complexe que ça. Je suis effectivement enseignant-chercheur à l'université, mais je suis présent dans 3 associations depuis maintenant 25 ans. Donc, je suis aussi un militant, parce que on est aussi très motivé et très impliqué par rapport à ces projets. Faut essayer de comprendre un petit peu. Alors, je vais pas revenir sur l'historique, mais bon, j'ai commencé mes armes dans les IUFM, donc dans les SP d'aujourd'hui. Et c'est vrai que la grande tradition, c'est de former des maîtres d'école, donc des professeurs des écoles, des professeurs de lycée et collèges. Et la question qui revient très souvent, c'est effectivement le rapport au savoir. Et quoique les outils qu'on utilise seront peut-être différents, mais il y a une pression très forte pour que, académiquement, cette relation au savoir soit maintenue. Donc, il a fallu beaucoup de temps pour faire comprendre que le passage de enseigner à éduquer méritait sa place, et méritait sa place au niveau institutionnel. Parce que c'est ça aussi l'idée, c'est de dire que si on ancre les éducations A dans l'université, c'est aussi une base assez solide pour pouvoir établir ces liens qu'on a besoin de faire avec le milieu associatif. Il m'a fallu quand même 11 ans avec mon collègue pour, à force de batailles récurrentes, mettre en place ce diplôme d'éducation au développement durable. Et il venait en fait d'une triple logique. C'était nos pratiques à nous étaient de plus en plus tournées vers la complexité, vers la compréhension des enjeux de société, des controverses qui apparaissent très souvent. Et avec mon collègue Didier Mulnet, on a essayé de travailler sur ces questions-là pour en faire une formation. C'est venu aussi des enseignants du secondaire, du supérieur et même du primaire, qui notaient justement qu'il y avait un manque, non pas de savoir, mais un manque d'outils pédagogiques, un manque de pratiques, de relations avec l'université. Et que finalement, avoir un diplôme qui sanctionne non pas des connaissances, mais des compétences sur le terrain, était une nécessité. Et puis, je l'ai dit, ça fait pour nous 20 à 25 ans qu'on est dans le milieu associatif, donc on savait qu'il y avait des acteurs de ce milieu qui avaient aussi un besoin de monter en compétences parce qu'ils travaillent sur le terrain, mais souvent ces compétences sont pas reconnues. Et donc ce diplôme universitaire avait pour vertu justement de reconnaître cette compétence. C'était un diplôme Bac+5, et effectivement ça permettait à ces personnes d'avoir la reconnaissance du travail de terrain. Et c'est vrai que par rapport à ce thème développement durable, bien comprendre que là on est en 2000 et 2011, donc le saut est quand même large. Mais déjà instituer un diplôme d'éducation au développement durable, ça faisait polémique. On l'a dit, très souvent ce concept est très flou, on le voit venu du haut. Donc pour les praticiens du terrain, c'est pas la bonne clé d'entrée. Et bon an mal an, on a réussi à intégrer plusieurs composantes à ce diplôme, dont notamment l'éducation au commerce équitable,
qui à la fois permettait aux enseignants de monter des actions avec leur classe. On a beaucoup utilisé le site Babylone, qui permettait à des classes d'investir de l'argent et de comprendre qu'est-ce qu'on finançait, quelle activité, dans quel pays, et on suivait cette logique de financement du projet. Donc pour des jeunes qui ont 12 ans, 14 ans, voire plus jeunes, c'était très important, très motivant. Et pour les enseignants, c'était un projet derrière. Et puis on a aussi développé à travers le diplôme un observatoire qui est devenu une association et qui aujourd'hui fait de l'éducation dans pratiquement tous les pays francophones. Et on a pu justement appliquer, essayer de comprendre comment le commerce équitable posait différentes questions très complexes, à la fois sur le genre, la démocratie, le statut des individus qui font de la formation, qui font de l'éducation, et sur les activités propres au commerce équitable. Je prendrai juste un exemple. On est parti au Niger pendant 2 ans sur un projet de commerce équitable de femmes qui voulaient effectivement devenir entrepreneurs. Le Niger, si vous savez bien, il est à 95% musulman. Ça signifie déjà le rapport au prêt, donc à la banque, qui est très difficile, et le rapport à l'accès des femmes à la banque qui est inexistant. Donc ça signifiait que pour pouvoir devenir entrepreneur, monter une activité, il fallait d'abord faire face aux représentations. Les femmes n'étaient pas amenées à devenir entrepreneurs au Niger, et très peu le sont. Il fallait qu'elles puissent devenir autonomes, et ça c'est pas très bien vu dans le couple, surtout par l'homme, qui refuse très souvent que la femme gagne plus que lui. Et puis il a fallu faire intégrer dans ce dispositif le microcrédit, qui permettait effectivement à ces femmes d'accumuler des sommes d'argent, d'avoir un crédit relativement faible, et puis d'avoir des projets. Et ça nous a pris 2 ans avant de faire l'éducation. 2 ans pour intégrer tous ces paramètres, intégrer toutes ces parties prenantes, et donc faire ce gros travail culturel. C'est là qu'on voit que les dimensions du développement durable ne sont pas uniquement économiques, elles sont aussi religieuses, elles sont politiques, il y a plein de gouvernance derrière, il y a plein de parties prenantes qui n'ont pas les mêmes intérêts. Et c'est ça qui fait l'intérêt de ces formes d'éducation, de ces formes de diplôme, c'est qu'on met dans la réalité des compétences, avec bien sûr un ensemble de connaissances qui sont là pour graviter autour. Et c'est vrai que ce diplôme avait une particularité, c'est qu'on développait des outils en fonction du contexte. Vous voyez, en Afrique, on a beaucoup travaillé sur le conte, parce que la transmission est très souvent orale. C'était facile de passer de classe en classe dans les écoles primaires et de travailler sur le conte et de voir un petit peu les contes occidentaux et les contes musulmans, voire les contes africains, et de comprendre en quoi le rapport à l'environnement, le rapport à l'économie. Je vous incite à lire une petite bande dessinée qui est européenne, qui s'appelle Justine et la pierre de feu, qu'on utilise beaucoup aujourd'hui dans les écoles primaires pour comprendre c'est quoi le catastrophisme, c'est quoi ce qu'on appelle le collapse, l'effondrement. Et ça, c'est des éléments effectivement qu'on a développés. Donc, c'est des outils qui, dans les éducations A, ont leur part. Maintenant, la difficulté, c'est de faire perdurer de tels diplômes parce qu'encore une fois, malgré les compétences qui sont déployées, il n'y a pas forcément de reconnaissance au sens structurel du terme. Et très souvent, l'éducation continue à avoir ce rôle de « allez, on va sensibiliser, allez, on va faire les gestes élémentaires ». Or, je le dis encore une fois, quand on se lance dans ce type d'éducation A, on se projette 20 ans plus tard. Et moi, je peux le dire parce que entre 2000 et 2020, c'est 20 ans après. Donc voilà où on en est aujourd'hui sur la réflexion, à la fois sur le commerce équitable en tant qu'éducation et à la fois sur la notion de développement durable. Merci Arnaud. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions qui sont ressorties dans Klaxoon, en régie. Je ne vois pas l'écran. S'il y a peut-être une question dans la salle, n'hésitez pas. Émilie. Moi, la question que j'aurais envie de vous poser, qui est aussi un petit peu le sujet de la table ronde, c'est comment, comment le contexte finalement Covid, plus que jamais l'urgente nécessité de faire avancer ce monde d'après, que vos mouvements d'éducation populaire portent depuis 20, 30, 40 ans. Comment est-ce que vous contextualisez là un petit peu, je dirais, votre approche dans ce contexte-là? Comment est-ce que on peut accélérer ces éducations A? Comment est-ce qu'on peut accélérer ces changements? Sur quoi on peut s'appuyer des enseignements de cette crise Covid, de ce contexte systémique de crise, pour accompagner le changement vers ce monde d'après. Donc, Émilie a en partie spoilé la dernière question, mais c'est pas grave du tout. Ça nous permet de faire la transition. Je ne sais pas si l'un de vous
On en prend une autre, ok. Bonjour, donc Gérald de Artisans du Monde. Moi, j'avais une question, là, c'était rappelé tout à l'heure par Claire, c'est que l'éducation fait partie intégrante de la définition du commerce équitable. Et là, on voit encore autour de la table, on a plutôt des spécialistes ou des profils associatifs. Et je voulais savoir un petit peu comment les acteurs économiques appréhendaient cette question de l'éducation dans leur action. Quel rôle ils voyaient, comment eux pouvaient contribuer à cette action de l'éducation des citoyens, des consommateurs ou tout simplement de leurs collaborateurs ou collègues, comme ils veulent les appeler. Merci. Alors peut-être qu'à ce moment-là, on va commencer par prendre la question sur le Covid, enfin le contexte, j'entends, et ensuite ouvrir sur des échanges avec la salle, vu qu'aucun de nous n'étant acteur économique. Moi, j'ai quelques billes sur la question. Je vois que Julie lève la main également, mais voilà, on va peut-être commencer par le contexte. Oui, je ne sais pas dans quelle mesure on pourra vraiment faire participer là, peut-être hein, s'il reste du temps, mais j'aimerais en fait retourner la question à celles et ceux qui sont sur l'estrade et qui sont interrogés. Pour vous, quel pourrait être le rôle des entreprises dans cette éducation dont nous avons besoin pour le monde d'après? Quelle place est-ce que vous êtes prêts à leur faire? Quelles limites aussi? Quels risques? Quelles opportunités? Comment vous voyez les choses de ce point de vue-là? Qui veut se lancer? Allez, Jean-Marc. Alors, je vais partir sur le Covid. Alors, c'est vrai qu'avec la crise sanitaire là, qu'on a traversée et qui est pas finie, hein, on a vu émerger des thèmes vraiment nouveaux et très intéressants de notre point de vue, donc sur les limites, les fragilités du système mondialisé, l'émiettement des chaînes de valeur et des filières à travers le monde. Voilà, pour la première fois, une prise de conscience peut-être c'est pas la meilleure solution finalement. Aussi la question des inégalités qui a été mise sur le devant de la scène de façon extrêmement forte. Et puis c'est vrai que la transition écologique, les questions environnementales ont émergé. Enfin, ça leur a donné un coup d'accélérateur. Elles étaient déjà très présentes, évidemment. N'empêche que nous, ce qu'on observe là sur cette dernière séquence, enfin le moment où on sort un petit peu de la crise, peut-être on va y replonger, mais en tout cas la réponse politique qui est faite à cette crise, elle est très différente des grandes idées qui étaient soulevées au plus fort de la crise. On voit avec le plan de relance, par exemple, que c'est pas forcément la lutte contre les inégalités et la promotion des alternatives de transition qui arrivent en premier dans les réponses politiques qui sont portées. Je parle en France, mais aussi à l'échelle internationale. Et donc, voilà, ce qui nous semble pertinent là aujourd'hui en tant qu'acteur d'éducation à la citoyenneté et en tant qu'acteur du changement social, c'est de pointer ça, à la fois les besoins qui ont émergé pendant cette crise, dont tout le monde a pu prendre conscience, et puis d'analyser la direction que prennent aujourd'hui les réponses politiques. Donc c'est l'occasion d'expliquer un petit peu, d'éduquer sur comment fonctionne finalement le système politique, comment le fait que ce soit pas forcément l'intérêt des citoyens ou qui soit pris en priorité tout le temps, aussi le rôle des réseaux d'influence et des réseaux d'influence économique, par exemple. Donc voilà, d'arriver à capitaliser un petit peu sur tous les thèmes intéressants qui ont émergé, et puis accompagner les mobilisations sociales pour faire que les thèmes de transition, les thèmes de lutte contre les inégalités, au niveau local comme international, pèsent vraiment dans le monde d'après, entre guillemets. Sur la première table ronde, on parlait un petit peu de votre rendez-vous avec Emmanuel Macron sur ce thème. Et je pense que c'est important de s'adresser à lui en tant qu'acteur directement. C'est important aussi, je pense, d'arriver à créer des mobilisations qui montrent que les citoyennes et citoyens attendent que ce ne soit pas toujours les intérêts des grandes entreprises qui soient pris en compte en premier lieu. Et du coup, voilà, même si je n'ai pas énormément creusé la question sur le rôle que peuvent jouer les entreprises dans l'éducation, c'est sûr que
on a un certain nombre de craintes et le risque que cette éducation soit détournée dans une démarche plutôt de communication ou de promotion des produits ou des méthodes mises en place par les entreprises, donc point de vigilance. En revanche, il y a un certain nombre d'entreprises du commerce équitable qui sont des coopératives, qui mettent en place des façons d'être une entreprise un petit peu alternative et un petit peu différente par rapport aux entreprises dominantes. Parler de ça, expliquer comment ça peut fonctionner, une entreprise de cette manière-là, qui ne va pas avoir forcément que le profit comme but, mais aussi d'autres intérêts. Ça, c'est extrêmement intéressant à présenter, à expliquer auprès du grand public, dans le champ scolaire ou ailleurs. Et puis, il y a aussi un rôle que peuvent jouer les entreprises, à pas forcément être porteuses elles-mêmes de dispositifs pédagogiques, mais par contre à participer à des dispositifs qui peuvent être portés par des enseignants ou par des associations, et venir en tant que témoins présenter, répondre aux questions qui peuvent se poser de la part d'acteurs associatifs ou de la part des publics eux-mêmes. Est-ce que Lise, tu veux ajouter quelque chose ? Rapidement, parce qu'on commence à courir un peu après le temps, pour avoir le temps de conclure sur les enjeux. Ok. Alors sur le Covid, moi je trouve qu'on est c'est trop tôt, je trouve qu'on est trop dans la crise là, et que c'est trop tôt pour avoir du recul sur qu'est-ce que ça va changer aussi pour nous. Il y a eu un texte là on a participé à la rédaction d'un texte justement sur en quoi le Covid interroge les acteurs de l'ECSI, l'éducation à la citoyenneté, solidarité internationale, au moment où on était en train de travailler à la rédaction d'un argumentaire interministériel, interacteur sur justement l'utilité, l'importance de l'éducation à la citoyenneté. Et moi, je pense que la crise, en fait, elle fait que c'est une prolongation des crises existantes. En fait, elle fait souligner des choses qu'on dénonce depuis longtemps, des inégalités qui existent depuis longtemps. Donc, voilà, effectivement, il y a un coup de projecteur sur tout ça et il y a une dimension dramatique dans la crise sanitaire. Mais moi, je reviendrai pas sur le pourquoi du comment, parce que pour moi, c'est dans la continuité de ce qu'on fait par ailleurs, quoi. Ça a juste souligné ce qu'on dénonce. Après, je pense qu'il y a des changements qui sont en train de s'opérer. Je ne sais pas jusqu'à où ça va aller, mais sur nos rapports sociaux, qui du coup nous interrogent en tant qu'acteurs de l'éducation. Nous, on a un réseau qui est habitué à se rencontrer. L'éducation populaire, ça passe par des jeux, par des expérimentations, par être ensemble. Et là, donc, on est tous avec nos Zooms et nos webinaires et nos trucs à distance. L'institution scolaire s'y met aussi à fond. C'est quelque chose qui était en marche, le numérique, la digitalisation de la société. Moi, c'est quelque chose sur lequel je suis assez critique, notamment quand on voit les acteurs économiques qu'il y a derrière cette digitalisation aussi. Et je pense qu'il faut qu'on s'en préoccupe un petit peu, parce que je pense que ça peut aussi nous affecter si on change un peu nos modes de fonctionnement, parce qu'il y a la crise en ce moment. Sur les acteurs économiques, pareil, j'ai l'impression que c'est un peu trop tôt, parce qu'au sein de Commerce Équitable France, par exemple, qui est le super lieu par excellence pour croiser des acteurs économiques, des acteurs associatifs, des labels, des étudiants, différents collèges d'acteurs, on n'a pas forcément encore eu ces débats sur l'éducation au commerce équitable. Là, on a commencé à les avoir en tant qu'acteurs plutôt... on a tous une dimension économique, parce qu'on est sur la thématique du commerce équitable, mais plutôt avec les acteurs associatifs, membres de Commerce Équitable France. Et déjà, entre nous, on a relevé un certain nombre de points de débat. Par exemple, rien que sur les termes, la sémantique, et je pense que quand on a un acteur économique, un label, une entreprise, on comprend pas le mot éducation pareil que quand on est un acteur de l'éducation populaire. Donc derrière, animer, communiquer, promouvoir, sensibiliser, il y a plein de choses différentes. Donc il faut qu'on en débatte entre nous. Et du coup, je m'arrête là si tu es pressé. Merci. On pourra en reparler pendant le déjeuner. Non mais, spoiler, la suite arrive. Est-ce que Arnaud, très rapidement, si vous souhaitez réagir ? Oui, je serai très rapide parce que je pense que ça a été très bien résumé par les deux personnes de la table ronde. C'est vrai qu'on est plus dans le constat, je dirais qu'on est plus dans la sensibilisation.
On est vraiment dans la recherche des leviers aujourd'hui. Quels sont les principaux leviers sur lesquels on peut agir? Nous, on anime un atelier qui s'appelle Changer de cap, qui n'est plus dans l'accompagnement au changement, qui est clairement aujourd'hui dans qu'est-ce qu'on veut réellement changer, quels sont les leviers politiques, économiques, sociaux sur lesquels on veut agir, et quel type de scénario on doit aujourd'hui mettre en avant. Et moi, je lis ça très bien par rapport aux entreprises. Faut pas l'oublier, dans une entreprise, il y a des citoyens comme vous et moi qui sont engagés. Et moi, je vais dans beaucoup d'entreprises invités par ces gens engagés qui développent des webinaires, qui développent des conférences, qui veulent sensibiliser leurs collègues et salariés à des thématiques bien précises. Et je dirais que c'est le premier levier. C'est pas un levier d'organisation, c'est pas un levier de positionnement d'entreprise. C'est vraiment un levier de personnes qui aujourd'hui est proche des enjeux de société, qui a envie effectivement d'apporter sa pierre à l'édifice. Donc ça, c'est une bonne chose. Et à mon avis, ça se développera de plus en plus dans l'avenir. Parce qu'on a des gens qui aussi sont conscients de ce qui se passe. Merci. Justement, donc la dernière question qu'on avait prévue portait un petit peu sur les enjeux forts pour penser la suite. Il nous reste 10 minutes, m'a dit la maîtresse du temps. 6 maintenant, très bien. Donc on va essayer d'être rapide et concis un petit peu. Si vous pouvez chacun nous dire les enjeux un petit peu structurants qui vous traversent en ce moment, etc. C'est quoi les questions qu'on se pose en tant qu'acteur éducatif aujourd'hui dans l'accompagnement de ces changements de société? Lise. Alors, pour revenir un peu sur des thèmes sur des points de débat et de vigilance qu'on a identifiés dans notre étude, que vous pourrez lire puisqu'elle est à l'accueil. Alors il y a la question des publics, parce qu'effectivement Faire Futur c'est un programme sur les moins de 30 ans et du coup faut pas résumer l'éducation au commerce équitable au public jeune. Ça interroge aussi notamment par rapport aux modalités d'action qu'on met en avant. Le public jeune, c'est un public qui a un faible pouvoir d'achat, donc si on lui propose le mode d'action qui est de la consommation de produits de commerce équitable, je pense qu'il y a un truc qui va pas coller. Les jeunes, ils sont d'abord en situation de voter avant de gagner un salaire. On voit le taux de participation des jeunes aux élections. Moi, c'est quelque chose qui me préoccupe plus que le goût des jeunes pour les grandes marques. Ça me préoccupe un peu moins. Donc voilà, je pense que c'est des choses sur lesquelles il faudrait qu'on travaille en termes de public. Ça interroge aussi du coup les modalités d'action qu'on présente. Donc c'est vrai que la consommation, voilà, c'est un terme qu'il faut qu'on regarde, la consommation individuelle par rapport à la consommation collective. C'est vrai que le chantier sur les cantines, moi, il me semble hyper pertinent parce que, l'éducation, voilà, comme disait Arnaud, c'est quelque chose de complexe qui est dans la durée et on peut pas l'isoler, quoi. Il faut absolument qu'on cherche des cohérences et les jeunes, ils fonctionnent aussi beaucoup par imitation. Donc, si le modèle d'aujourd'hui qu'on leur présente, il est complètement différent du modèle dont on parle. C'est pareil, on va pas continuellement de génération après génération se dire que c'est les générations suivantes qui va régler les problèmes d'aujourd'hui et qui du coup on va les éduquer avec nos outils d'aujourd'hui pour des problèmes de demain. Enfin voilà, je pense qu'il y a des choses aussi là-dessus qu'il faut qu'on questionne. Je pense qu'il y a quelque chose sur l'évaluation de l'impact de l'éducation qu'il faut qu'on travaille. On a cette habitude à Commerce Équitable France de questionner nos impacts et donc c'est très positif, mais pour l'instant on questionne beaucoup l'impact des pratiques commerciales. D'ailleurs, quand on les regarde, ces impacts-là, les dernières études de Basic, on se rend bien compte que l'action commerciale seule, elle est limitée et qu'il faut trouver d'autres moyens. Évaluer l'impact de l'éducation tout seul, peut-être ça n'a pas du sens non plus. Il faut essayer de voir comment la combinaison de nos différents moyens mis ensemble produisent quelque chose. Et un petit enjeu, moi, que je voudrais... On parle beaucoup d'écologie, c'est un thème fort qui était ressorti des dernières assises aussi. Du changement climatique, c'est une thématique forte pour Commerce Équitable France. Donc c'est super, très bien. Mais c'est vrai que je pense qu'il faut qu'on peut-être travaille un petit peu sur cette dimension plus systémique, puisque c'est ce qu'on essaye de faire dans l'éducation à la citoyenneté, tout ça, c'est travailler sur le côté très systémique. Et je trouve qu'on focalise beaucoup sur les pratiques agricoles, sur la production, et peut-être un petit peu moins sur le reste des filières, comment on transforme, comment on transporte, comment on distribue, c'est quoi nos pratiques de consommation, comment on se déplace pour aller faire nos courses, on va faire nos courses où, voilà. Et je pense que ne pas perdre de vue en fait ce côté très systémique des choses, même si on a besoin de se spécialiser des fois. Donc moi c'est un petit peu des petits points d'enjeu que je vois. Super, merci. Jean-Marc, même question. Ouais. Alors,
Nous, ce sur quoi on travaille beaucoup actuellement, c'est comment on arrive à associer les classes populaires au combat pour la solidarité, et notamment la solidarité internationale. On se rend compte que assez souvent, les publics auxquels on s'adresse ou les publics qu'on voit comme des acteurs de changement, ça va être plutôt des CSP+, des personnes qui ont un pouvoir d'achat ou qui ont des postes à responsabilité ou qui vont avoir des postes à responsabilité ou autres. Et du coup, on se coupe d'une grande part finalement de la population. Et de plus en plus, on pense au sein du réseau Festival des Solidarités qu'il n'y aura pas de véritable changement si on n'arrive pas à créer des alliances de mobilisation avec les classes populaires. Donc c'est difficile parce que justement ces personnes-là sont confrontées à tellement de problématiques quotidiennes qu'elles elles ont du mal bien sûr à entendre qu'elles doivent faire des efforts pour consommer un peu plus cher, pour choisir un peu plus, etc. Donc et finalement ça nous oblige à rentrer dans la réflexion sur comment on peut arriver à résoudre en même temps les problématiques qu'elle rencontre et puis les problématiques du monde qui, nous, sont la base de notre engagement. Et de fait, ce dont on se rend compte, c'est qu'on est obligé finalement de politiser les questions et de se rendre compte qu'il y a finalement un système économique et politique qui travaille au bénéfice de certaines catégories de la population et au détriment d'autres catégories de la population. Et du coup, on est obligé de rentrer par cette approche un peu macro des choses, parce que les éco-gestes, les mini-solutions, ça donne pas de l'énergie de mobilisation pour ces personnes-là. Donc, mais ça nous oblige à nous décentrer, nous, par rapport aux habitudes qu'on peut avoir, aux présentations du monde qu'on peut avoir et aux solutions telles que nous, on les voit, et d'être vraiment on reprend les choses à la base, et comment on peut construire ensemble des alternatives et un projet de société alternative. Merci. Arnaud ? Là, ça a pas mal parlé finalement d'intégrer réellement tout ce qui est pensée complexe ou pensée systémique à nos actions, ce qui est pas aisé parce que c'est pas des choses qu'on a forcément l'habitude de faire nous-mêmes. Et alors les enseigner, c'est encore autre chose. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Je dirais qu'il y a, si on regarde bien, il y a un paradoxe. Il y a une richesse des éducations. Si vous regardez bien, je parlais de biodiversité, réchauffement climatique. On s'est vraiment engagé dans un processus très militant, très engageant. Et en même temps, le paradoxe, c'est qu'on a éparpillé nos forces. Comme on dit aujourd'hui, on est tous à défendre des valeurs, à incarner des changements de modèle, voire de paradigme. Et comme on le fait tous dans un corpus très différent, commerce équitable, économie sociale et solidaire, il est extrêmement complexe d'avoir un message unanime pour dire il faut changer les choses, il faut engager quelque chose. Il me semble qu'aujourd'hui, mais c'est peut-être mon recul, à force d'enseigner sur une plage qui va des 6 ans à peut-être 30 ans, le véritable débat, c'est l'entrée en citoyenneté. On l'a dit, ça peut être politique, ça peut être social, peu importe, c'est l'entrée en citoyenneté. Et je vois aujourd'hui, nous, on encadre beaucoup de projets où le citoyen engagé est sensibilisé, mais plus que ça, est intégré dans l'éducation. Je prends un exemple tout simplement, la production d'énergie par les citoyens. L'idée qu'un citoyen peut se mettre en association, mettre son épargne dans l'association et produire de l'énergie, c'est un modèle qui change complètement la donne, qui fait réfléchir sur notre consommation responsable, de quoi a-t-on besoin, de quelle utilité. Et c'est ça dont on a besoin aujourd'hui, c'est un retour à l'utilité, un retour aux valeurs d'usage. On a un modèle économique qui est omniprésent, avec des niveaux de productivité, des temps de travail. Comment on peut avoir des modèles qui acceptent l'idée que, en fait, ce qu'on veut faire, c'est dans le monde associatif et il faut faire ça après son travail. Donc c'est ça la question, c'est revenir à des choses très basiques, nos motivations, nos conceptions des choses, et puis surtout s'engager. Je pense qu'on l'a tous vu, le militantisme, l'engagement est une nécessité, et dès qu'on le fait, on est dans la complexité. On comprend l'idée que on ne fera pas du commerce équitable sans travailler sur le genre, travailler sur la démocratie. Comme on ne fera pas de l'ESS en ne travaillant pas sur la gestion des déchets. Et si vous regardez bien l'exemple d'Emmaüs, c'est un très très bon exemple. Pendant des années, ils ont été chiffonniers, recyclage de textiles, et aujourd'hui, ils découvrent l'ESS, l'économie sociale et solidaire, avec un public qui change.
Donc ça, c'est intéressant et ça montre aujourd'hui notre souhait de s'engager. Et puis surtout, parce que c'est quand même le propre de l'homme, c'est d'être résilient, d'avoir des sociétés qui vont être résilientes à tous les chocs qu'on a aujourd'hui. Et ça ne peut que passer par un engagement fort dans la citoyenneté. Merci. Ce sera le mot de la fin. Résultat, c'est très bien. Ce que ça nous dit aussi, je pense que c'est qu'on a pas mal d'alliances à construire pour être en capacité d'aborder ces questions qui sont systémiques et qui sont complexes. On y travaille. La suite au prochain numéro. Merci.